Donc nous, en fait, ce matin, ce dont on va vous parler, c'est de fixer, freiner et filtrer. Donc en fait, tout cet enjeu qui est principalement sur l'eau, on va voir pourquoi est-ce qu'on avait changé nos pratiques. C'est parce qu'on s'est rendu compte que la seule évidence qu'il y avait sur tout ce bassin Adour-Garonne, c'est que la dégradation des sols et la dégradation de l'eau sont deux phénomènes qui sont intimement liés. On s'est rendu compte que le sol, en fait, c'était le principal outil de production de chaque agriculteur et qu'il fallait vraiment qu'on le remette au centre de nos pratiques. Et que sans sol, nous n'arriverons pas à être agriculteurs, donc nous avions besoin, non pas de faire de l'agriculture de conservation des sols, mais bien de l'agriculture de régénération, que ce soit pour nous, mais aussi pour les générations d'après. Malheureusement, ce sol que vous voyez là, tous les jours, il part en fumée. Là, vous avez juste 1 mm de poussière, parce qu'on gratte un peu. 1 mm de poussière, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, c'est rien. Mais 1 mm de poussière, sur 1 hectare, c'est 10 mètres cubes de sol qui partent en fumée. Et ça, on ne le voit pas tellement, c'est insidieux. Mais sur du long terme, ça donne ça. Alors là, vous allez me dire que c'est le poteau qui est sorti du sol, mais non. Simplement qu'on a perdu 1 mm plus 1 mm plus 1 mm. Et tout ça, c'est dû à l'érosion éolienne. Mais on a aussi des phénomènes de perte de sol, qui sont l'érosion hydrique. Là, une simple petite pluie de 10 mm, on ne parle pas d'un gros abat d'eau, 10 mm de pluie ont provoqué tout ce phénomène d'érosion. Pourtant, vous le remarquerez sur la photo, il y a une haie en bas de la parcelle. On nous avait dit, plantez des haies, mettez en place des bandes enherbées, et vous allez voir, vous allez stopper l'érosion. L'érosion, on ne la stoppe pas avec des haies, on ne la stoppe pas avec des bandes enherbées, on la stoppe surtout parce que le sol est couvert en permanence avec des plantes vivantes. Alors, quelques chiffres. C'était une étude qui avait été menée en Aveyron par un syndicat de bassin versant. Et on voyait qu'en moyenne, on perdait 5,6 tonnes de terre à l'hectare tous les ans à cause de l'érosion. Et c'est pas normal. On est aujourd'hui en 2017. L'agriculture dont on vous parle, elle se pratique depuis plusieurs années chez plein d'agriculteurs. C'est pas un phénomène nouveau ou une lubie qui serait là que depuis 3-4 ans. Et on voit aussi que ça fonctionne dans tous les départements. Et ça fonctionne aussi quelles que soient les productions que l'on a sur la ferme, que l'on ait des vaches, des poules, des brebis, des moutons ou des canards. Alors cette érosion, vous la voyez ici en photo. Comment se fait-il que sur la partie droite, on ait des particules de sol dans le ruisseau, alors que sur la partie gauche, on a une eau qui est propre, qui est claire et qui est limpide. Pourtant, il n'y a plus la même quantité d'eau à gauche et à droite. C'est simplement que sur la partie gauche ici, vous avez de la prairie, certes, mais c'est surtout qu'on a des plantes vivantes. Donc notre rôle et notre devoir en tant qu'agriculteur, ça va être de copier ce système naturel, d'avoir des plantes vivantes toute l'année, parce qu'on a aussi des attentes vis-à-vis de la société, on doit respecter l'environnement. Alors ce que vous avez là, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, c'est juste le petit ruisseau qu'on voit au bord de la parcelle, au fond de la parcelle, ça va vite s'en aller. Mais ce petit ruisseau que vous avez au fond de la parcelle, ça donne ça. Ça, c'est une photo de fin janvier 2017. Où est partie la terre? Tout est parti dans la Méditerranée. Et toute la terre que vous avez là, c'est la matière organique. Et c'est la matière organique qui est responsable de la fertilité des sols. Toute la terre que vous avez ici, c'est le meilleur qui s'en va. C'est tous les éléments minéraux. Si on veut éviter qu'ils partent à la mer, si on veut éviter de devoir mettre encore plus d'engrais, il va falloir qu'on copie vraiment la nature et qu'on puisse recycler. Donc, nous avons fait le pari de couvrir les sols. Couvrir les sols pour les protéger des hautes températures, pour éviter l'évaporation. Là, vous êtes sur un sol nu en plein été, il fait 53 degrés. On voit que le sol a commencé à se fissurer, à se craqueler. Même jour, même moment, avec un sol protégé, là on est encore uniquement protégé avec des résidus de couvert, il fait 25 degrés. Il y a donc 28 degrés d'écart entre ça et ça. On va protéger le sol des hautes températures, mais on va aussi le protéger des impacts d'une goutte de pluie. Là, une goutte de pluie qui tombe sur un sol, à la fin, ça aboutit à ce qu'on appelle la croûte de battance que vous voyez ici, qui fait simplement 1 mm, mais ce 1 mm que vous avez là, c'est imperméable. C'est-à-dire que l'eau ne va pas pouvoir s'infiltrer dans les sols, ça veut dire que l'eau va devoir ruisseler. Et c'est aussi des cultures qui après ont du mal à pousser. Donc là, on va nous dire, tu comprends, les cultures ne sortent pas parce qu'il a trop plu. Mais si les cultures ne poussent pas ici, c'est pas parce qu'il a trop plu, c'est simplement parce que les sols n'avaient pas été protégés. Donc on va plutôt partir vers des systèmes naturels où on a une structure de sol qui est verticale, et la verticalité est créée à la fois par les galeries de vers de terre et par les racines de plantes. Et ce que vous avez sur la partie gauche, donc une parcelle en semi-direct, sur cette parcelle-là, l'eau va pouvoir s'infiltrer. C'est-à-dire que chaque goutte d'eau qui tombe sur mon sol, dans mon champ, on va pouvoir le stocker et le remobiliser au printemps ou pendant l'été. Sur la partie droite, étant donné qu'on a une structure horizontale, que vous avez ici, qui a été créée par un travail du sol, l'eau ne s'infiltre pas, l'eau va ruisseler.
Et si l'eau ne s'infiltre pas, qu'elle ruisselle, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir la stocker. Et si on ne la stocke pas, on va se plaindre après en plein été en disant « il fait trop sec ». Pourtant, l'eau est réellement tombée sur ma parcelle, mais je n'ai pas été en mesure de la stocker. Donc nous avons fait le pari, dans cette agriculture-là que nous pratiquons dans tous les départements depuis plusieurs années, de passer d'une vision où nous pensions voir une jachère sur la partie gauche et certains verront un sol propre et bien cultivé sur la partie droite. Nous avons fait le pari que nous devions avoir des sols vivants, des sols qui soient couverts en permanence, pour non seulement protéger les sols, pour pouvoir aussi séquestrer du carbone, mais aussi pour pouvoir produire davantage. Et quand on parle de produire davantage, ça marche qu'on soit dans le Gers, qu'on soit dans le Lot, qu'on soit en Aveyron, et nous avons tous fait le pari qu'on pouvait oser récolter 2 fois par an. Souvent, on pensait que récolter 2 fois par an, c'était uniquement réservé au Brésil ou aux États-Unis. On ne pouvait pas le faire chez nous, mais ça marche. Et des doubles récoltes, on en voit ici. Donc ça peut être fait chez des céréaliers. Ça peut être fait aussi avec de la valorisation au niveau des animaux. Donc là, on a bien un sol qui est couvert en permanence. On augmente notre productivité. Et surtout, cerise sur le gâteau, et je crois que c'est le thème de la journée, c'est que derrière, vous avez des agriculteurs qui sont optimistes en face de vous. Vous avez des agriculteurs qui ont repris plaisir à travailler, qui sont enthousiastes, qui se plaignent beaucoup moins et qui sont vraiment contents de faire toute cette agriculture-là. Voilà. Je te remercie Sarah. L'idée de la suite, c'était de vous présenter en fait tous les résultats, on va dire un petit peu macro, du programme agro. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, on va commencer à mesurer les résultats des pratiques agricoles. On va sortir des modèles préformatés qu'on nous a amenés un petit peu partout, et on va se dire, que se passe-t-il chez ces agriculteurs qui ont commencé à couvrir les sols, qui commencent à faire de culture, qui essayent. En fait, il y a une démarche très simple. Je couvre avec des sipans. Mon sipan devient un vrai couvert végétal qui doit produire un maximum de biomasse. On rentre dans une agriculture où c'est le rendement maximum de biomasse à l'hectare qui va gagner la bataille environnementale. Et la troisième étape, c'est cette biomasse devient une deuxième culture. Donc actuellement, on travaille énormément là-dessus. Les pionniers, ils y arrivent. Donc tout le monde y arrivera demain, on en est à peu près sûr. Et donc on a une thématique qui a été mise en place avec le programme agro. C'est en fait 3 F, fixer, freiner, filtrer. Et qu'est-ce que je vais fixer? Je vais fixer le sol. Le sol doit rester dans mon champ et si je peux, je vais l'améliorer. Donc pour l'améliorer, je vais fixer du carbone. Donc on va augmenter les taux de matière organique des parcelles. Je vais fixer des plantes, c'est-à-dire de plus en plus de plantes dans mon champ. Et de plus en plus de biomasse de plantes dans ce champ. Et finalement, quand je vais avoir ce sol couvert, je vais aussi fixer de la biodiversité. En fait, aujourd'hui, on est parti dans une espèce de frénésie, on a une loi sur la biodiversité, on va protéger l'environnement, on va protéger la biodiversité. Et nous, on commence à comprendre que c'est illusoire de vouloir protéger. Soit je vais construire de l'environnement, de la biodiversité, séquestrer du carbone, etc. Soit je vais tout détruire. Et il n'y a pas d'alternative entre les deux. Protéger, ça pourrait coûter très cher. Donc on va mettre de la production de biodiversité en place, on va la fixer dans les parcelles. On va freiner de l'eau, parce que l'eau elle coule, malgré tout. Tout ne s'infiltrera jamais. On va freiner le vent, parce que le vent, ça va être un des pires ennemis avec le réchauffement climatique des agriculteurs. Donc il faut diminuer la vitesse du vent. Et il faut fixer du soleil dans le champ, c'est-à-dire il faut que les plantes récupèrent ce soleil qui n'est pas utilisé. Et finalement, on va filtrer, avec ce système qui fixe et qui freine, on va filtrer l'eau et l'air pour améliorer l'environnement en général pour le citoyen. Alors du coup, ça, c'est une petite photo que je tiens de mon frère ici. Voilà, celle-là. L'idée de cette photo, c'est de montrer qu'on peut faire une autre agriculture avec exactement les mêmes outils que la vieille agriculture conventionnelle. C'est-à-dire là, j'ai un monocelle NG+, première génération, qui rentre dans un champ de fèvre. D'accord? Et le tracteur devant, c'est ni plus ni moins qu'un tracteur qui a 30 ans et qui fait 80 chevaux. Avec ça, je sais semer 1 hectare à l'heure, avec quasi aucun investissement. Le seul investissement qui a été fait sur la ferme, c'est de l'intelligence pour mettre ça debout, et c'est le végétal qui commande le résultat.
Donc un beau couvert, je peux changer de pratique. Voilà le conseil qu'on pourrait donner. Alors les résultats sont très simples. Vous téléchargerez le diaporama parce qu'il va être à disposition. Donc on a des résultats qui viennent à l'hectare, c'est-à-dire que l'érosion en moyenne sur 3,3 millions d'hectares de terres arables travaillées sur le bassin Adour-Garonne, vous avez en moyenne, quand on prend les différentes sources, Université de Bordeaux, vous avez 0,8 tonnes en moyenne déplacées qui finissent dans les rivières et dans l'océan. Alors, l'érosion, c'est complexe parce qu'on ne sait pas ce qui sort réellement des champs. On a vu les chiffres de Sarah qui sont beaucoup plus élevés. En fait, c'est sorti de la parcelle, c'est redéposé en bas, ça revient dans la rivière, c'est redéposé ailleurs. Vous voyez, c'est des mécanismes très complexes. Et ça, c'est uniquement, les 0,8 tonnes, là, c'est uniquement ce qui arrive dans l'océan. Donc, entre le chiffre initial, 5 tonnes, 8 tonnes, 16 tonnes, etc., jusqu'à ce qui arrive à l'océan, vous avez des mécanismes très particuliers, mais si les agriculteurs commencent à travailler l'environnement et la couverture des sols, vous avez un impact énorme. C'est quasi 3 millions de tonnes de terre qui ne vont plus dans les cours d'eau. Donc avec ça, il va se passer quelque chose dans mes cours d'eau, et notamment une amélioration des systèmes conchylicoles, par exemple. Mais en même temps, c'est du carbone, c'est-à-dire que dès que j'ai de l'érosion, il y a aussi de la matière organique qui s'en va, et bien qui n'ira pas dans l'eau. C'est à peu près 1 million de tonnes de carbone qui n'ira plus dans l'eau. C'est énorme. Autre débat, le programme agro a mesuré 0,6 tonnes de carbone par an stocké dans chaque hectare dans cette nouvelle agriculture avec les agriculteurs. Eh bien, aujourd'hui, on commence à comprendre qu'on va avoir une agriculture qui va dépolluer l'atmosphère. Voilà. Eh bien, cette agriculture, qu'est-ce qu'elle va laisser? Quand tous les paysans sur 3,3 millions d'hectares feront cette agriculture-là, en moyenne, c'est 2 millions de tonnes de carbone soustraits du réchauffement climatique, rien que pour l'agent de l'eau ici. Alors maintenant, on peut étaler ça sur la France, sur le monde, partout. Et on va se rendre compte qu'avec les plantes, ce qui a été mesuré dans le programme agro, c'est plus 1 tonne de grains récoltés. Pour le blé, pour le maïs, 0,5 pour le colza. Alors c'est pour les gars qui gazent. L'apprentissage est un petit peu plus compliqué, mais on sait qu'on peut y arriver puisque les agriculteurs y arrivent. Il y en aura des témoignages dans ce sens-là. Ça fait 3,3 millions de tonnes de grains en plus dans le commerce local. On va multiplier ça par 150 € la tonne aujourd'hui. Donc c'est de la richesse qui va être créée. Et puis on continue, la biodiversité. Il y a un projet qui a été mené avec l'INRA qui s'appelle le projet CERAT. Le champion du monde, il est dans les pilotes agro. Voilà. Mais c'est 10 fois plus de biodiversité mesurée dans sa parcelle que la moyenne de tout le groupe enquêté. Donc c'est colossal, c'est-à-dire que là on va commencer avec la couverture des sols, à voir qu'on va produire de la biodiversité, et c'est de la biodiversité qui est dans la parcelle agricole. C'est pas le tour, parce que ce gars-là, il a quasiment pas de haies et quasiment pas de bandes enherbées. Donc en fait, c'est bien la biodiversité dans le champ qui fera la différence. Alors le vent, l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est en fait 16% d'infiltration supplémentaire dans le sol. Je vous montrerai comment ça marche. Vous aurez à peu près 3 milliards de mètres cubes d'eau stockés en plus dans les sols agricoles. Et donc ça vous fait une réserve utile qui va être multipliée par 2 à minima au fur et à mesure que les pratiques s'amélioreront. Donc ça veut dire maîtrise de l'irrigation. Le vent avec des arbres, c'est de la climatisation. Vous aurez divisé par 2 la vitesse du vent, ça veut dire que vous allez bénéficier d'un champ climatisé avec de la rosée. Et finalement, le soleil, c'est 150 jours par an que les agriculteurs récupèrent de l'énergie supplémentaire. Puisqu'ils vont couvrir le sol 150 jours en plus qu'une agriculture conventionnelle. Et donc ça, c'est à mettre en relation avec ici la production végétale, les 3,3 millions de tonnes de grains, on va les retrouver ici. La deuxième culture, ça pourrait faire 1,4 million de tonnes équivalent pétrole vers de l'énergie renouvelable. Puisqu'il y a assez de grains pour l'alimentation humaine, faisons-en autre chose. Et voilà un petit peu comment ça se décline. Et on va voir que l'eau, en fait, elle est capable d'être filtrée, c'est-à-dire l'activité biologique qui va naître de ce type d'agriculture, elle va biodégrader 80% des molécules.
Donc c'est le premier niveau sur lequel je dois travailler avant d'éliminer les molécules, et je dois apprendre à faire de la lutte biologique intégrée pour les maîtriser. Et l'air, c'est pareil, c'est-à-dire que la séquestration du carbone dans le sol et la production supplémentaire des plantes, ça va vous épurer de l'air, c'est-à-dire il y a 3,4 millions de tonnes de carbone qui vont être soustraits de l'air. Donc on se rend compte que cette agriculture, elle va avoir un très gros impact économique et environnemental. Alors globalement, on vous l'a schématisé comme ça. On a une agriculture aujourd'hui avec 150 jours de sol nu. Elle est comme ça, beaucoup de travail du sol, beaucoup d'énergie gaspillée. En fait, je perds l'énergie solaire et je gaspille l'énergie fossile. Conclusion, 300 kg de carbone par an qui s'évapore en fumée. C'est la minéralisation de l'humus. Les experts, vous allez voir tout à l'heure, ils font ça, avec plus ou moins d'arbres dedans. Il n'y a plus que 20 jours de sol nu. Et on fait deux cultures ou une culture et des couverts végétaux. Ça donne une performance carbone à 600 kg de carbone hectare stocké par hectare et par an. Ça veut dire que quand on applique un bilan humique sur les pratiques agricoles, on va trouver le stockage de carbone. Et si je rajoute des arbres, j'améliore la performance carbone et j'aurai 1500 kg de carbone par an est stocké sur chaque hectare. Ça veut dire qu'à un moment donné, plus le végétal va arriver dans le système, plus on va mettre de la complémentarité dans les végétaux, plus vous allez augmenter la performance de séquestration de carbone. Donc là, on voit très nettement que l'agriculture, elle va contribuer non seulement à la COP21, changement climatique, c'est l'outil royal de lutte contre le changement climatique, mais en plus, on va contribuer à la production d'énergie renouvelable et on va garder la même alimentation humaine sans aucun souci. C'est-à-dire que demain, l'agriculture, elle fera l'alimentation humaine, la bioénergie, les biomatériaux et l'environnement. Alors ça, c'est immense espoir, c'est 30 ans de boulot. Pour un projet agricole, c'est 30 ans de boulot pour faire ça. Mais c'est pas grave, on a bien fait 30 ans de développement sur de l'agriculture productiviste et chimique qui nous pose quelques soucis aujourd'hui. Donc on pourra bien recommencer 30 ans un nouveau projet. Alors, le débat autour de l'eau, il est très simple. Comment je vais stocker de l'eau dans le sol? Le sol est une éponge, d'accord? Et cette éponge, parce qu'elle est microporeuse, elle est capable de stocker énormément d'eau. Quand j'ai 2% de matière organique, c'est 20 kg d'eau qui est stockée dans mon éponge sol. Quand j'ai 4% de matière organique, j'ai 80% d'eau, enfin 80 kg d'eau stockée dans ce sol. Conclusion, plus je vais avoir de matière organique, c'est-à-dire séquestrée de carbone, plus la capacité de stockage de l'eau va s'améliorer. Alors on a fait quelques petites simulations. Ça c'est un agrégat de sol. Voilà, il doit tenir dans la main. C'est stabilisé par la matière organique. La moitié c'est plein avec la colle organique, l'autre moitié c'est vide pour l'air et pour stocker l'eau. Et l'eau va être dans un circuit où elle est facilement ou difficilement accessible selon l'épaisseur de la porosité. Et donc il n'y a que l'activité biologique qui est capable de faire ça. Et vous imaginez très bien que si vous passez un broyeur là-dedans, ça s'appelle une herse rotative, d'accord ? Eh bien vous allez détruire le stockage de l'eau et l'organisation correcte de cette motte de terre. Et donc c'est l'outil de travail du sol qui est mon principal ennemi pour l'environnement. Avant tout le reste. Et donc c'est un traumatisme pour les agriculteurs parce qu'on a appris à travailler le sol. Moi le premier. Alors qu'est-ce que ça donne ce débat-là? Il est très simple. Il va donner dans une agriculture conventionnelle 300 kg de carbone perdu. Ça représente 1 million de tonnes de carbone sur l'échelle des 3,3 millions de terres, enfin, hectares de terres arables. Et finalement, je vais à peine dans ce sol-là stocker 1230 mètres cubes d'eau. Voilà. Maintenant, si j'augmente le taux de carbone, 30 ans de boulot, j'arrive à 4% ici de matière organique, eh bien je vais stocker tous les ans 600 kg de carbone. Je vais séquestrer 2 millions de tonnes de carbone et je vais avoir une disponibilité en eau qui a au moins doublé d'après les calculs des scientifiques américains. Et donc, on ne sait pas si c'est par 2, par 3, par 4, mais déjà doubler la quantité d'eau qui va arriver dans les champs, qui va y rester, c'est soustraire
du ruissellement, 4 milliards de mètres cubes d'eau, c'est doubler la réserve utile. Ça veut dire que globalement, quand vous irriguez, c'est 2 fois moins d'eau pour la même surface. Ça veut dire qu'un irrigant, il peut doubler sa surface irriguée. Donc on voit les potentiels économiques que ça va donner. Je double ma surface irriguée, ben, ça veut dire que c'est moins cher à l'hectare de produire. Et je produis une tonne en plus. Eh ben, je vous garantis qu'aujourd'hui, on ne pourra plus payer l'eau au rythme où ça va. Et donc, la conclusion de tout ce travail-là, c'est que c'est la matière organique dans le sol, le stockage du carbone, qui va être la grande clé environnementale pour l'agriculture de demain. Et ce travail-là, s'il n'est pas mis rapidement en œuvre dans une politique agricole correctement développée sur le terrain, on aura énormément de soucis pour progresser dans la productivité des systèmes. Voilà. Je vous remercie.